C'est la seconde partie de l'émission, la tribune des auditeurs, dédiée à tous ceux qui nous écoutent. Nous vous avons annoncé en première partie. Nous sommes donc en compagnie du président de la MSTGV, Machette syndicale, donc la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, donc monsieur Pierre Mintsa qui est avec nous dans ce studio, et monsieur Yves Kombo-Pongui qui est le vice-président de la MSTGV représentant les retraités civils et militaires. Les deux invités sont bel et bien installés dans ce studio, ils sont confortablement assis. Il y a en face de moi monsieur Pierre Mintsa qui... bon, manipulé par l'Union nationale, il va nous expliquer tout ça. Monsieur Pierre Mintsa, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Par l'occasion, je vous présente à tous les auditeurs de votre radio de référence. Nous voulons le meilleur de santé et prospérité et qu'aucun retraité ne meure en l'année 2022 parce que cette année doit être une année de gloire pour tous les retraités civils et militaires du Gabon. D'accord. À ma gauche, monsieur Yves Pongui, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le vice-président, vous représentez les retraités civils et militaires. Expliquez-nous un tout petit peu ce titre-là. Qu'est-ce que ça veut dire représenter les retraités civils et militaires? Mais parce que je suis la locomotive, simplement. Je suis la locomotive des retraités. Voilà. Donc là, en ce moment, il y a des retraités qui nous écoutent et qui appellent régulièrement à cette émission, qui veulent avoir des informations sûres. On va commencer par vous, monsieur le président. Pourquoi vous acceptez de vous faire manipuler par l'Union nationale? Très très bonne question. Vous savez, quand on parle des problèmes sérieux au Gabon, des problèmes sérieux, je veux dire, on ne doit pas faire la confusion du genre. Je suis un acteur syndical qui œuvre dans le domaine social pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous comprenez que quand on pose le problème de retraite, quand on pose le problème de retraite, il y a que dans le problème de retraite, si vous permettez de les énumérer, l'arrivée des pensions retraite, conformément au nouveau système de rémunération qui est mis en place depuis 2015, il y a la revalorisation des pensions retraite, conformément au décret 468, signé le 19 septembre 2016 par le président de la République, chef de l'État, mon président, pour revaloriser les pensions de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015. Il y a le paiement des services rendus, conformément à l'article 86 de la loi 1/2005, du 4 février 2005, portant statut général de la fonction publique. Il y a le paiement des dommages et intérêts dus aux services rendus non payés. Vous voyez? Donc, il y a aussi les problèmes les prélèvements abusifs de la CNAMJS vis-à-vis des retraités. Je dis bien prélèvements abusifs vis-à-vis des retraités. Alors ça, c'est les problèmes qu'on va évoquer tout au long de notre échange. Donc, quand on pose ces problèmes-là, il n'y a pas de relation politique là-dedans. Vous voyez? Donc, quand le gouvernement arrive à dire à Pierre Mintsa que je travaillerai pour l'Union nationale, ça veut dire que le gouvernement est mal informé et ça veut dire que ce gouvernement a des agendas cachés. D'accord. Bon, voilà. Ça a été dit, c'était clair. Vous n'êtes pas manipulé par l'Union nationale, selon vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Les auditeurs appellent. On a vu un travail effectué par Finactu, qui a fait un travail sur une étude actuarielle. Alors, on parle d'un voyage en Côte d'Ivoire et tout ça, il y a tellement de confusion. Monsieur Pierre Mintsa, expliquez-nous un tout petit peu à quel niveau se trouvent les dossiers de toutes ces personnes retraitées qui nous appellent ici à cette émission régulièrement. Merci. Vous savez, en 2018, Mme Aminata et moi, nous commençons déjà le combat sur l'arrivée des pensions retraites. On fait les piquets de grève au niveau de la fonction publique. Dieu merci, nous avons été entendus en 2019 par l'ancien Premier ministre, M. Julien Korbekala, avec qui le forum, et grâce à qui le forum de la fonction publique a été organisé via le ministère de la fonction publique les 8, 9 et 10 janvier 2020. Donc c'est au sortir de ce forum-là où il y a eu 144 recommandations. Et dans ces 144 recommandations, il fallait prioriser les priorités prioritairement priorisables, parmi lesquelles la situation qui touche la personne du retraité, parmi lesquels la situation qui touche la personne de ce jeune Gabonais-là qui veut rentrer à la fonction publique, parmi lesquels la situation qui touche actuellement le fonctionnaire en activité. Donc, vous comprenez que quand on parle de ces problèmes, c'est des problèmes très très sérieux. C'est des problèmes très très sérieux. Et si les gouvernants arrivent à régler ces situations-là, ça veut dire que ce sera au profit, je dis bien au profit, de l'exécutif. Au profit de l'exécutif. Donc, à partir de cet instant, nous nous disons,
un cabinet. Donc, quand on parle 2019, 2020, 2021, le gouvernement nous a dit, pour mener les études, pour arrimer les pensions retraite, il faut d'abord faire les études actuarielles. Nous avons accepté, parce que nous sommes partie prenante de cette partie-là, les études actuarielles. Un cabinet Finactu a été je voulais dire, recommandé, le cabinet Finactu. T'es retenu par appel d'offres. Hein, Effectivement, par appel d'offres, parce que ça s'est passé démocratiquement, c'était vraiment par appel d'offres. Et là, c'était sur... c'est le gouvernement, via le ministère du Budget, qui a fait cette proposition-là et nous l'avons bien accueillie, vous voyez. Donc le cabinet devait en principe travailler pour 6 mois. Mais nous avons dit, nous les retraités, nous ne pouvons plus attendre les 6 mois parce que nous sommes maltraités par le fait qu'on nous prélève frauduleusement par la TNAMJS alors qu'on ne nous prend pas totalement en charge quand nous sommes malades. Nous sommes des personnes du 3e âge, dont les personnes qui sont face à des nouvelles pathologies. Donc, dire qu'une étude va encore durer 6 mois, nous ne sommes pas d'accord. Et nous nous sommes assis avec le cabinet et monsieur le ministre du Budget et la direction générale de la CPPF pour que le temps de 6 mois soit écourté en 3 mois. Donc, les travaux ont démarré en octobre. Alors, les abréviations, hein, CPPF, c'est la Caisse des pensions et des prestations familiales. Effectivement, ça, c'est cette caisse qui gère les pensions des agents publics de l'État. Alors, donc, les travaux ont démarré en octobre et les travaux ont bel et bien pris fin avant le 25 décembre 2021. Donc, le rapport avait déjà été proposé à monsieur le ministre du Budget avant le 31 décembre 2021. Et ce rapport-là devait aussi arriver à madame le Premier ministre avant le 31 décembre 2021. Mais malheureusement, le Premier ministre n'avait pas le temps parce qu'il fallait qu'elle aménage son emploi du temps, d'où le mécontentement des retraités. Il a été remis le 5 janvier. Qui a été remis finalement le 5 janvier. Et sous la pression de la matière syndicale, parce que pendant qu'on tenait l'âge de décision, le 5, nous apprenions par les réseaux que madame le Premier ministre est en train de recevoir déjà le rapport finalisant la fin des travaux, des études actuarielles menées par le cabinet Finactu. Sinon, le cabinet Finactu n'a pas vraiment duré dans ces études-là. Le cabinet Finactu a tenu les délais. Maintenant, il se trouve, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? Vous savez, ailleurs, les caisses sont autonomes. La seule caisse qui est presque autonome chez nous au Gabon, c'est la TNAMJS. C'est la seule caisse qui est presque autonome. La CPPF, les prélèvements qui sont faits sur nous régulièrement, mensuellement, ces prélèvements doivent être utilisés immédiatement pour le financement des pensions des retraités d'aujourd'hui. Or, cet argent est disponible où? C'est au Trésor public. Vous comprenez que dès lors que l'argent des pensions, qui est un argent d'avenir, parce que ce n'est pas un argent courant qu'on doit utiliser là, c'est un argent à venir, c'est un argent futuriste. Mais quand cet argent-là est au Trésor public, automatiquement, ça peut servir à autre à autre besoin. Si madame le Premier ministre veut organiser s'il veut faire l'organisation des cadeaux, elle se sert là-dedans. Si le président de la République veut voyager, on prend. Ce sont des exemples. Vous comprenez, parce qu'on appelle ça Trésor public. Alors que ailleurs, les caisses ont des surliquidités. Les caisses ont des réserves pouvant tenir pour 30 ans. Mais chez nous au Gabon, notre caisse, la plus grande caisse du Gabon, je le dis parce que la caisse qui gère les agents publics de l'État, c'est la plus grande caisse, il n'y a pas un seul franc de réserve. Donc après le cabinet Finactu, après ces études-là, sur les propositions que nous avons faites en termes de paramètres, parce que la question était de savoir, on arrime les pensions retraite, oui. Par rapport au nouveau système de rémunération, oui. Quels sont les paramètres que nous allons toucher? Nous avons fait beaucoup de propositions. Il faut augmenter la seuil de cotisation. C'est-à-dire, augmenter la seuil de cotisation parce que la pension, quand elle est calculée sur le salaire de base. Or, quand on regarde le salaire de base avec tout ce que gagne un agent public, le salaire de base ne représente même pas un tiers de tout ce qu'il gagne. Alors que la pension est calculée seulement sur le salaire de base. Si déjà le salaire de base est déjà petit, vous comprenez que la pension qui sort de cela, qui sort de ce calcul aussi, sera une petite pension. Donc c'est pourquoi nous avons proposé comme première hypothèse l'élargissement de la seuil de cotisation. Ça veut dire, si moi, Pierre Minsa, je gagne 1 122 000 à la fin du mois, on me prélève sur le 1 122 000 et ça augmentera un tant soit peu ma part de mes cotisations. Alors à quel niveau de cette proposition finalement? Merci. Donc le cabinet Finactu a regardé tous ces paramètres-là
tant sur l'assiette de cotisation, tant sur le taux de prélèvement qui est depuis les années 60 à 2%, alors que ce taux doit évoluer. Il y a aussi le fait qu'on regarde aussi l'âge à la retraite, et ainsi de suite. Donc ce sont les paramètres que nous appelons les bouquets qui ont été présentés au cabinet Finactu. Le cabinet Finactu a donc fait tout ce travail-là. Il reste maintenant, gouvernement et nous, de décider. Mais pour décider, si on décide qu'on applique tel ou tel paramètre, alors que notre caisse, notre CPPF n'est pas autonome, cet argent-là sera encore logé dans les caisses du Trésor public. Alors, donc, comment on règle le problème de la caisse? Comment on règle le problème de la caisse? Pour que l'argent n'aille que à la CPPF et non pas au Trésor. Comment on règle le problème de la caisse? Vous savez, le modèle ivoirien est un modèle, je le dis. Je crois que le gouvernement a proposé de faire un petit voyage du côté de la Côte d'Ivoire pour essayer d'apprécier pour s'inspirer du modèle ivoirien. Vous savez, le gouvernement n'a pas la volonté de régler les problèmes exactement. Ça, je le dis. Il manque la bonne volonté politique. Alors, vous savez, quand on fait des voyages, on ne doit pas prendre chez les autres ce qui est mauvais. On doit prendre chez les autres ce qui est bien. Puisque au niveau de la caisse de la Côte d'Ivoire, c'est une réussite totale. Donc, nous, ce qui m'intéresse dans ce voyage, c'est pour aller voir comment les caisses ivoiriennes ont fait pour arriver à une autonomisation financière et administrative. Et comme ça, ce qu'ils vont m'expliquer. Moi, devant le gouvernement, avant de décider, parce que c'est un voyage d'études qui prendra peut-être 3 ou 4 jours, je dirai au gouvernement, voilà ce que les autres ont fait. Ils se sont détachés, l'administration, je voulais dire, les politiques se sont détachés du fonctionnement de la caisse pour que la caisse soit autonome. Parce que quand on met les politiques pour gérer la caisse et que cet argent est géré par le Trésor public, on ne peut en aucun cas parler de l'autonomisation. Voilà, une réforme, oui. Juste rappeler aux auditeurs que le gouvernement a fait la proposition aux représentants de retraités d'effectuer un voyage de 5 jours en Côte d'Ivoire pour, bien sûr, s'enquérir du modèle de paiement des retraites dans ce pays. Voilà, c'est même moins de 5 jours, c'est 4 jours. 4 jours. Je crois que ça doit être du 24. C'est bien cela, oui. C'est moins de 4 jours, camarades. 4 jours, oui. Donc, vous comprenez que à cet instant-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la CPPF soit autonome. Autonome. Nous ne voulons pas faire une réforme pour faire plaisir à X ou Y. Nous voulons faire une réforme qui sera pérenne. Ça veut dire, on commence à payer en février, le même paiement doit s'effectuer en mars, en avril, pour une longue durée. Et non faire une réforme pour que, après 2 ou 3 mois, qu'on dise qu'il n'y a plus assez de liquidité. Nous voulons rassurer, nous voulons avoir une marge sécuritaire pour lancer toutes ces opérations-là. Et pour aller dans ça, on n'a pas autre choix que d'aller quand même voir comment les autres ont fait pour être autonomes. Maintenant, la volonté politique ivoirienne étant différente de la volonté politique gabonaise, on sera ce jour-là. Parce qu'on va demander au gouvernement, c'était la dernière étape. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant aujourd'hui d'aller vers l'allègement des pensions retraite et la revalorisation des pensions retraite? Voilà. Là, on va donner également la parole à monsieur... attendez, Yves Combo. Voilà, Yves Combo, qui est le représentant justement des personnes, des retraités civils et militaires. Peut-être prendre la parole, nous dire quelque chose concernant ce sujet. On a vu des sittings justement du côté de la primature qui ont été, pour d'autres, interdits. Alors, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont prévus? Qu'est-ce qui est prévu finalement dans cette affaire? Oui, effectivement, merci monsieur. Ce qui est évident, c'est que tant que le problème n'est pas réglé, il y aura toujours des piquets de grève. Des assemblées générales pour mettre des stratégies en place et pour effectivement tenir des piquets de grève. Est-ce que vous sentez que ça progresse quand même? Il y a des choses qui évoluent ou ça stagne? Ben, plus ou moins, si ça bouge, c'est parce que nous sommes constamment sur le terrain. Si ça bouge un tout petit peu, c'est parce que nous sommes sur le terrain. Si nous n'étions pas sur le terrain, je pense que rien ne se ferait. On n'aurait même pas pu avoir l'étude actuarielle. On n'aurait pas pu voir tout ce qu'on a pu avoir. Donc c'est un long cheminement, mais nous nous battons jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous avons à obtenir. Parce que lorsqu'on vient à un piquet de grève, ce n'est pas forcément pour nous battre. C'est pour attirer l'attention. Si c'est la primature, c'est pour attirer l'attention du Premier ministre. Mais on n'a pas besoin de nous refouler par les grenades lacrymogènes. Le Premier ministre peut, ou le ministre de la fonction publique, ou le ministre du budget, peuvent se permettre de nous recevoir. On échange, on dialogue et on trouve un terrain d'entente. À partir de ce moment, on peut dire à la base, voilà ce qui ressort de l'entretien que nous avons eu. La base décide de ce que nous devions rentrer chez nous ou pas.
C'est un peu cela. Alors, ceux qui sont dans cette situation, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, il s'agit des retraités de quelle année? À partir de quelle année? Merci. Ceux qui sont dans cette situation, je vais être beaucoup honnête, comme d'habitude d'ailleurs. Et il faut dire que nous parlons là de 25 000 retraités civils et militaires. 25 000 retraités civils et militaires. 25 000. 25 000 retraités civils et militaires dans le secteur public. Dans ces 25 000 retraités civils et militaires, nous avons deux types de retraités là-dedans. Il y a des retraités qui ont des pensions normales, ça veut dire ceux-là qui sont allés à la retraite avant la mise en place du nouveau système au 25 juillet 2015. Ceux-là sont dans la situation normale, donc les pensions qu'ils ont, ce sont les pensions réelles conformément au système de rémunération qui était en vigueur à cet instant-là. Aujourd'hui, donc la deuxième partie, ce sont ceux-là, tous ceux-là qui sont allés à la retraite après la mise en place du nouveau système de rémunération en 2015. Après 2015. Donc, pour ceux-là qui sont allés après 2015, on parle de l'arrimage des pensions retraite. Pour ceux qui sont allés avant le nouveau système de rémunération, on parle de révalorisation des pensions, parce que le texte existe déjà. Mon président de la République, chef de l'État, a déjà signé le décret 468. Il a signé ça le 17 septembre, le 19 septembre 2016. Est-ce qu'il y a un texte d'application? Oui, il y a un texte d'application. Il y a un texte d'application. Le président de la République, soucieux du devenir de ces populations. Que vous dit le ministre finalement? Qu'est-ce qui bloque? S'il vous plaît. Vous voyez, et il est aussi important de rappeler que quand le camarade Yves ici parle de nos interlocuteurs là, parce que nous parlons des questions transversales, Madame le Premier ministre, elle n'a pas toujours le temps. Madame le ministre de la fonction publique, elle a un caractère patronal. Donc les discussions que nous avons toujours, même sans audience, c'est avec monsieur le ministre du budget, il faut le dire, n'est-ce pas, camarade Yves? C'est bien cela, oui. C'est bien avec le ministre du budget. Oui. Or, le ministre du budget traite la partie financière. Et de quoi s'agit-il? En date du 30 avril 2021, une réunion conjointe tenue à la salle Okinda, au ministère du budget. Conjointe, pourquoi? Parce qu'il y avait à cette réunion les retraités, mes représentants, il y avait monsieur le ministre du budget, il y avait madame le ministre de la fonction publique. Le ministre du budget s'était engagé à commencer le paiement des rappels sols, ce qui est déjà fait, je dis bien le commencement, pour 3 milliards. Or, les retraités aujourd'hui attendent le paiement des rappels sols à hauteur de 80 milliards. Donc vous comprenez que les 5 000 retraités qui ont eu les rappels et les avances sur ces rappels ne représentent pas tout à fait le quart de tous ceux-là qui attendent, parce que tous les rappels calculés pour les retraités, c'est 80 milliards. Donc le ministre du budget s'était engagé, il a commencé déjà à faire cette opération-là. Oui, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose qu'il a commencé à faire, parce qu'il s'est adressé à la nation ce jour-là quand il a dit « je vais faire payer les rappels sols ». Il n'a pas tout payé, c'est ça la volonté politique. Deuxièmement, il s'était engagé pour la liquidation des dommages et intérêts. Tous ces retraités-là qui ont porté plainte contre l'État au Conseil d'État, et puis on s'était dit qu'il commençait avec la première tranche. La première tranche avait été effective en septembre 2021 et la quatrième tranche devait intervenir en décembre 2021, mais malheureusement, avec sa volonté, je dis bien, parce qu'il a commencé quand même, il n'y a que la première tranche qui avait été touchée. Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est ça, non? C'est ça la question. Qu'est-ce qui bloque? Exactement. Mais Madame le ministre de la fonction publique a sa part de responsabilité là-dedans. Chacun a sa part de responsabilité. Le ministère du budget, c'est un ministère payeur. Vous voyez, s'il manque des caisses, s'il manque de liquidités dans les caisses d'État, c'est parce que notre CPPF n'est pas autonome pour s'occuper des retraités. D'où la nécessité de rendre autonome notre CPPF. Madame le ministre de la fonction publique, jusqu'aujourd'hui, n'a pas initié le texte conformément à l'article 86 de la loi 1/2005 qui stipule qu'à la retraite ou au décès, d'un agent public, l'agent retraité doit bénéficier des services rendus. C'est un texte qui s'appelle décret, qui doit être initié par Madame le ministre de la fonction publique. Est-ce que ce sont les techniciens qui manquent au niveau de la fonction publique? Nous disons non, c'est la mauvaise volonté. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qui bloque? C'est Madame le Premier ministre qui, depuis là, elle ne trouve pas la nécessité de comprendre réellement le problème des retraités gabonais civils et militaires. Parce que peut-être, à leur entendement, puisque pour certains, ils ont déjà fait
prendre mot au gouvernement, donc ils sont déjà dans la retraite, dans le régime spécial de retraite, donc régime retraite parlementaire ou gouvernementale. Donc vous comprenez que quand on vient parler... Non, permettez-moi, il faut que les Gabonais comprennent. Oui, donc quand on vient parler maintenant de ceux qui ont fait 35 ans de service, qui vivent misérablement et à qui le chef de l'État veut une santé de fer, et que cette santé de fer, pour ces populations-là, les 25 000 retraités-là, cette santé de fer-là doit venir à partir de ce qu'eux-mêmes ils ont travaillé, que le gouvernement soit incapable de rendre l'ascenseur à ces Gabonais qui ont... Alors, Monsieur le Président, oui. Mintsa, vous savez, vous connaissez le concept de cette émission. Ce sont les auditeurs également qui posent des questions avec moi. On va ouvrir le téléphone justement pour leur permettre également de vous poser des questions directes parce qu'il y a beaucoup d'interrogations de leur part. On va prendre le premier auditeur. Allô? Allô, Monsieur Patrick. Oui. Rebonjour, Monsieur Patrick. Rebonjour. C'est le même auditeur qui revient là. D'accord, nous vous écoutons. Je disais que, M. Patrick, la même pratique s'est transportée jusqu'à Libreville. Je prends l'exemple de la ligne de Vendo. Lorsque vous arrivez aux Akaye, M. Patrick. Allô, non, mais là nous parlons de retraite maintenant, là. Ah, on parle de retraite. Oui, hein? Il s'agit de la retraite. On va... la seconde partie, oui. C'est consacré aux questions de retraite. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. On va prendre, cet auditeur qui est déjà en ligne. Allô? 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 Oui, Monsieur Patrick, Monsieur Moussavou, Jean-Baptiste. Monsieur Moussavou Jean-Baptiste, nous vous écoutons. Alors, à propos de la retraite, j'aimerais savoir, je vais poser la question à Monsieur Micha. Monsieur Micha, le rapport de signature a été remis au Premier ministre. Est-ce que vous, excusez-moi, est-ce que vous, les syndicalistes, avez déjà pris connaissance de ce rapport remis par Sinactu au Premier ministre? Si oui, l'avez-vous analysé? Et si vous l'avez analysé, pourquoi préférez-vous aller en Côte d'Ivoire? Alors que le rapport de Finactu a été déjà déposé et que si vous l'avez déjà analysé à votre niveau, présentation, vous l'avez déjà présenté, vous devez rien que par là sortir l'essentiel pour pouvoir mettre en pratique les nouvelles mesures, le système de rémunération. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Moussavou. La question adressée justement à Monsieur Mintsa. Les retraités, beaucoup ont du mal à saisir l'opportunité de ce voyage en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Est-ce que c'est pour aller se promener ou... Voilà. Effectivement, les camarades retraités, maltraités, vaillants du Gabon sont dans leur raison. Parce que eux, n'étant pas informés, n'étant pas au fait de ce qui se passe réellement, c'est normal qu'ils s'interrogent. Alors, quel est le processus? Vous savez, une chose est de finaliser les études actuarielles et une autre chose est de viser l'autonomisation de la CPPF. On peut mettre en place l'arrimage aujourd'hui, mais tant que les prélèvements seront toujours logés au trésor public, on aura toujours des difficultés. Est-ce qu'on a besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour loger le... Non, c'est-à-dire, vous savez, pour un modèle qui a réussi, nous voulons prendre quand même cet exemple-là pour dire à nos gouvernants, voilà les pratiques qui ont été mises en place par tel ou tel État et qui engrangent aujourd'hui plus de 1000 milliards de réserves. Alors, si les Ivoiriens ont pu faire cela, ça veut dire que nous, on peut aussi copier en bien ce que les Ivoiriens ont fait pour que nos caisses soient totalement autonomes. Donc, c'est seulement ça la raison. Et ce n'est pas un voyage qui va durer 1 mois, 2 semaines. Non, c'est 4 jours. Ça veut dire qu'après ces 4 jours-là, puisque les gens pensaient qu'après le forum, Pierre Mintsa va se taire, il ne va plus parler, mais après le forum, Pierre Mintsa a continué la lutte, n'est-ce pas? Donc, au retour de ce voyage, Dieu merci, puisque Madame le Premier ministre n'a pas encore intimé l'ordre au ministre du Budget de nous remettre officiellement le budget, de nous remettre officiellement le rapport, afin qu'on s'imprègne du contenu de ce rapport. Vous voyez, c'est toujours de la mauvaise volonté du gouvernement. Nous, quand on a lancé ces études actuarielles, nous on a été là pour ouvrir les débats. On a fait des propositions, mais il aurait été souhaitable aussi que le gouvernement nous remette d'abord le rapport. Mais le gouvernement s'accapare du rapport, on ne veut pas nous le donner.
Nous ne savons pas pourquoi, mais tôt ou tard, on finira par connaître le contenu de ce rapport. Vous voyez? Et je crois savoir que l'une des recommandations dans ce rapport, c'est l'autonomisation de la CPPF. Donc, vous comprenez que quand un cabinet extérieur vient déjà dire au gouvernement gabonais, il faut, si vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, la question primordiale, c'est l'autonomisation de la caisse. Et qu'on nous dise comment on fait pour s'autonomiser, on dit, bon, puisque à côté, les gens ont réussi, allons-y quand même regarder ce qui s'est passé là-bas. Je rappelle, et c'est à titre vraiment de rappel, les retraités aujourd'hui sont des retraités maltraités vaillants. Ils sont maltraités aussi bien à l'ACNAM-JS par le fait qu'à l'ACNAM-JS, on leur prélève un peu plus de ce qui est retenu dans les textes. C'est 1% retenu dans les textes. Voilà. Il y a un auditeur en ligne, allô? Oui. Monsieur Patrick Chasseri, je salue Monsieur Pierre Minta et bonjour camarade. L'autre compatriote qui est avec vous. Voilà. Déjà, c'est pour vous encourager, tout ce que vous faites, parce que se battre pour, on va dire quoi, un objectif collectif, c'est quelque chose à encourager. Merci. Mais ce que je voudrais aussi remarquer, c'est que vous l'avez bien dit, mais je crois que vous faites face à une mauvaise volonté politique. Nous décrions ici cela tous les jours. Parce que je ne peux pas comprendre, chers camarades, que le rapport, vous, jusqu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore vu. C'est incroyable. Mais moi, j'appelle ça sont des manœuvres dilatoires. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour faire du temps. Vous vous rendez compte que si là-dedans, dans ce rapport-là, il y a des choses que vous n'allez jamais accepter, le temps d'aller en Côte d'Ivoire, revenir, madame le Premier ministre va aller d'abord, je ne sais pas où. Tout ça, ça prend du temps et je vous dis, c'est fait exprès. Les gens veulent attendre 2023. Voilà la vérité, qu'on ne vous dit pas, chers camarades. Ils attendent 2023. Pourquoi? Parce que, permettez-moi d'avoir ce langage, ils ont habitué les Gabonais à les acheter. Avant vous, quelqu'un a dit que les politiques séduisent le peuple. Séduisent le peuple. Ça veut dire, les promesses qu'ils nous font, tout ce qu'ils font, c'est pour qu'on soit séduit, pour les maintenir là. Ce n'est pas pour nous gérer. Donc je crois que, et je vais m'arrêter par là pour donner l'opportunité aux autres, vous allez faire face, et vous en faites face, vous y faites face déjà, c'est ce que je veux dire, à une mauvaise volonté politique. Je ne suis pas sûr qu'ils ont envie vraiment de suivre tout ce que vous leur demandez. Ce rapport-là, on vous le cache à dessein parce que je suis convaincu que là-dedans, si vous tombez sur ce rapport aujourd'hui, je crois que dès demain, vous repartirez faire le piquet de greffe. Je reviendrai. Ça, c'est clair. Monsieur Yves Kombo-Pongui, peut-être une réaction. Oui, mais à propos du voyage, je crois qu'il est important également, c'est que ce voyage, c'est pour un partage d'échange et d'expérience. Et au retour, comme l'a dit le président, on se retrouve avec le gouvernement qui devra nous présenter le travail, disons les études du actuariales. pays. Voilà. Donc avec cette étude finie et le voyage, le résultat de l'expérience, je pense que, comme l'a dit le président, ça va être facile de procéder à l'autonomisation de la caisse. Et c'est ça notre vœu le plus absolu. Nous souhaitons exactement que la caisse de pension autonome pour gérer les retraités correctement. Est-ce que vous êtes confiant, monsieur Minta? Camarade, vous savez, dans la lutte syndicale, il faut toujours être confiant. Pourquoi je suis encore de plus en plus confiant? Parce que ça met du temps, cette affaire-là. Oh oui, ça met du temps. 2015, oui, vous savez, aujourd'hui... depuis 2015 à nos jours, il est quand même important de reconnaître que les ministres financiers sont passés là. Ils ont trouvé ce dossier, Arima des pensions. C'était très chaud. Ils n'ont pas traité. Ils ont dit, ça c'est un dossier très brûlant, je ne touche pas. Le Premier ministre, Julien Korbekal est arrivé, il a trouvé ce dossier-là. Il dit, moi je vais essayer de toucher. Ça fait déjà une différence entre les gens qui étaient là, qui refusent de toucher le dossier, et les gens qui acceptent quand même de parler avec vous pour qu'on trouve des solutions, n'est-ce pas? Et sur ce point, je suis confiant. Je suis confiant. Les choses ne se font pas rapidement, mais nous ne laisserons jamais la possibilité au gouvernement. Je dis bien jamais. Et jamais. Nous ne laisserons jamais la possibilité au gouvernement de ne pas conclure ce dossier-là. Et nous n'allons pas attendre 2023. Après notre tour, notre voyage d'études, d'expérience en Côte d'Ivoire, mais dans les 2 jours qui vont suivre, nous allons être dans la rue.
Parce qu'on va exiger l'application. Il n'y aura plus une autre étape que le gouvernement pour nous présenter en disant il reste encore une dernière étape. La première étape, c'était allez-y au forum. On a terminé cette étape. La deuxième étape, c'était allez-y dans les négociations des PCA. On a terminé cette étape en période Covid. La troisième étape, c'est de dire faisons appel au cabinet Finactu pour les études actuarielles. La dernière étape, c'est de dire bon, puisque tout est déjà fait, allons-y maintenant nous acquérir de l'expérience des autres pour l'autonomisation de la CPPF. On sait que le gouvernement veut gagner du temps. Le gouvernement n'a pas à faire du dossier des retraités une prolongation. Vous comprenez? Le dossier des retraités ne doit pas être une prolongation pour le gouvernement. Parce que si ça arrive, mais le gouvernement va assumer. Ah oui, nous avons des antennes dans chaque chef-lieu de province aujourd'hui. Nous avons des antennes départementales. Parce que, vous savez, ce que les actifs d'aujourd'hui ne comprennent pas, c'est qu'au Cameroun, il y a un petit cimetière. À l'entrée de ce petit cimetière, il y a une petite pancarte. Sur cette petite pancarte, il est écrit « Hier, j'étais comme toi, demain, tu seras comme moi. Mais c'est un message symbolique. Alors, il y a une question qui est très précise de la part d'un auditeur. Il s'appelle Brice. Il nous écrit du pont d'Akébé. Il dit, Monsieur Pierre Mintsa, pour quelqu'un qui a commencé à cotiser à la CNSS, mais n'a pas terminé, et l'âge de la retraite le rattrape, comment faire pour cette personne? Merci. Voilà. Vous voyez, les problèmes que nous avons au niveau de la CPPF qui gère les caisses, qui gère les pensions du secteur public, on a aussi des problèmes au niveau de la CNSS. Sauf qu'au niveau de la CNSS, il y a quand même une petite autonomie. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas totalement totalisé le nombre d'années qu'il faut pour être retraité à pension, il y a un versement unique qui est donné à cette personne-là. Versement unique, ça veut dire le remboursement de ses cotisations. Ça, on ne cherche pas de midi à 14 heures. Si vous n'avez pas atteint l'âge, si vous n'avez pas atteint le nombre d'années de retraite qui vous permet, le nombre d'années de cotisation qui vous permet d'être retraité à pension, on vous fait un remboursement de vos cotisations. Si cette personne n'a pas ça, ça veut dire que la personne doit porter plainte. Voilà. Nous allons prendre un auditeur ou une auditrice que nous allons appeler. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Madame B. Merci d'avoir... Voilà, Madame B à l'appareil. Bon, vraiment, d'abord, je voudrais dire d'abord bonjour et bonne année à mes anciens camarades. Merci, camarades. Et puis, leur dire que féliciter par rapport au travail qu'ils font. Merci. Mais je voudrais tout simplement dire que, mon cher Mita, vous allez vous faire avoir. C'est toujours la même façon de faire du gouvernement. Vous savez, quand on a mis en place la CNAMGS, c'est nous, au niveau de l'USAP, qui avons fait qu'on mette cette structure en place. Je suis d'accord avec vous. C'est quand on a fait, vous voyez, c'était la même chose. On a fait la trêve sociale. C'est au cours de la trêve sociale qu'on a mis en place la démarche de ce qui correspond à votre forum. Vous voyez, on peut dire que c'était la trêve sociale. Après, pour gagner du temps, mais comme c'était au début, ils nous ont dit, on va aller voir comment ça se passe. Ils nous ont fait faire le tour du monde. Canada, Mali, Côte d'Ivoire. Nous, on était bien contents. On disait à ça, on dirait que le gouvernement veut faire quelque chose. Mais il gagne du temps. On n'a pas besoin, finalement, on s'est rendu compte qu'on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour appliquer des choses qui doivent être faites. Nous avons des Gabonais qui savent faire ça. Ils peuvent envoyer ces Gabonais, ou bien, pour économiser de l'argent, ils peuvent faire venir l'Ivoirien qui vient faire, qui vient vous montrer comment ils font là-bas en Côte d'Ivoire. Vous gagnerez mieux comme ça que de partir en Côte d'Ivoire. Ils vont vous donner les frais de mission et puis vous allez revenir et puis vous ne pourrez plus parler. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons faites avant. Aujourd'hui, vous avez les yeux ouverts. Aujourd'hui, vous avez la chance de discuter avec ces autorités-là. Ce que nous, on n'avait pas avant parce qu'on a arraché. On a arraché la parole. On a arraché le fait qu'ils viennent discuter avec nous. Je confirme ça. Mon cher Minta, ce que vous faites, c'est du bon travail. Le fait qu'ils ne veulent pas vous montrer le rapport, c'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dans le rapport. Donc, comme ils savent, et comme au lieu de vous dire qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont l'argent que pour eux-mêmes. Donc, ils vont vous faire tourner
Demain, ils vont dire aux gens de Côte d'Ivoire de dire qu'ils sont allés voir comment ça se passe au Maroc. Après, quand vous allez revenir, mais finalement, il faut qu'on aille au Maroc. Et c'est comme ça qu'ils vont vous faire tourner jusqu'en 2023. Nous, là, on va revenir pour vous dire, venez voter pour nous. Tout dernièrement, le fameux dossier. Ils ont dit qu'ils vont payer. Nous tous, on est allés donner nos dossiers. Mais finalement, nos dossiers sont là-bas en souffrance. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Ne vous mêlez pas de ça. Laissez-les. Ils ont la solution. Et ce que vient de dire M. Mvenkuna est vrai. Ils ont la solution. Ils savent ce qu'il faut faire. Ne rentrez pas dans ces turpitudes-là. C'est nul. Vous n'aurez rien. Est-ce que vous comprenez? Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Merci. Allez encore vous mélanger avec eux en Côte d'Ivoire. On n'aura pas la retraite. J'ai 2 frères qui sont déjà morts. Ils n'ont pas pris cette retraite. Moi-même, je vais bientôt mourir. Je n'aurai pas cette retraite. Mais attends, il ne faut pas qu'on exagère. Il faut que les retraités se mobilisent pour, comme vous avez dit, autonomiser la caisse de pension. Et ça, c'est une vieille revendication qu'on a faite depuis des années. D'accord. Vous voyez, Monsieur Minsa, continuez dans votre lancée. D'accord, on a bien compris, madame. Voilà, merci beaucoup. Madame, mais merci beaucoup, c'est surtout nous qui vous disons merci. Monsieur Minsa, on va prendre cet auditeur, ensuite on va vous donner la parole. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est l'homme d'Angonja. Nous vous écoutons, monsieur l'homme d'Angonja. Monsieur Minsa, qu'est-ce qui se passe avec le document qui avait été rédigé à cette époque-là par le Premier ministre, monsieur Paul Biya-Wemba? Est-ce que ce dossier-là n'est pas aussi soutenable avec celui qui a été fait par les Marocains? Pourquoi on vous envoie en Côte d'Ivoire? Parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que le document qui a été fait par monsieur Paul Biya-Wemba. Vous vous rappelez? Oui, oui. Hein? Oui, je me rappelle. Parce que ce dossier-là, il faudrait l'avoir. Parce que c'est un dossier important également pour vous. Je crois que c'est la même chose. Donc, les voyages en Côte d'Ivoire, je vous assure que c'est quand même incompréhensible. Mais à la fin de compte aussi, si vous ne partez pas, ils sont capables de vous dire que vous n'êtes jamais parti. Et puis après, bon, ils ne vont pas régler le problème très vite. Hein. C'est ça aussi. Ils sont en train de perdre du temps. Mais malheureusement, vous êtes obligés de partir. Merci. Merci beaucoup. Merci, très cher camarade auditeur. Vraiment, vous savez, nous nous inspirons de ce qui s'est fait à l'USAP, parce que l'USAP a arraché la parole. Nous, aujourd'hui, nous avons plus ou moins cette parole-là. Je voudrais quand même raconter cette petite histoire-là. J'ai toujours été présent à toutes ces assises-là. Vous savez, quand un Gabonais fait bien, il faut reconnaître que ce Gabonais a bien fait, ce qui n'est pas dans nos coutumes. L'ancien directeur général de la CNSS, M. Désiré, je crois Désiré Lasséguerre, docteur, mais on avait déjà mené ces études-là avec l'ancien directeur de la CNSS. C'était bien, on s'était entendu pour qu'on mette en place le code de protection sociale. Nous sommes en 2015. Mais malheureusement, avec tous les paramètres nécessaires, quand je parle de paramètres nécessaires, il fallait revoir la retraite complémentaire, il fallait essayer aussi de mettre en application la capitalisation pour faire en sorte que les retraites soient plus ou moins conséquentes avec l'élargissement de l'assiette. Mais quand vous perdez vos fonctions, les autres qui arrivent considèrent que vous n'avez jamais rien fait de bon. Vous voyez? Alors, c'est le cas avec M. Paul Biya-Wemba. Nous avons fait le Forum national de la retraite avec M. Paul Biya-Wemba. Il était vice-premier ministre en charge de la santé et des affaires sociales à Ngondje. J'ai toutes ces conclusions-là avec moi. C'est pourquoi je suis obligé de continuer à parler, parce que moi, je ne voudrais pas être complice d'un génocide. Parce que assister aux différents travaux et ne pas demander aux acteurs qui sont là d'appliquer, c'est participer à la mort des retraités qui sont déjà morts. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je me dis que puisque le dossier est brûlant, aller en Côte d'Ivoire, ce sera pour 4 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'ils pensent qu'en nous amenant en Côte d'Ivoire, au retour, Pierre Minsa va fermer la bouche. Jamais il se trompe. Au contraire, en m'amenant en Côte d'Ivoire, il me donne même encore beaucoup plus d'arguments pour dire c'est ce que vous et moi on a constaté en Côte d'Ivoire, appliquons. Si on vient m'arrêter pour cela, je vais accepter. Le 17 janvier 2022,
Pendant qu'on préparait notre piquet de grève du 18 janvier 2022 à la primature, Madame le Premier ministre, sur une correspondance qu'on a déposée une semaine avant, que Madame le Premier ministre dirigeant une équipe gouvernementale, pilotée par le ministre de la Défense, soutenue par Monsieur le ministre du Budget et Madame le ministre de la Fonction publique, pour venir pour une réunion d'urgence à la CPPF, à la Caisse de pension de prestations familiales. Nous y sommes rendus. Le constat est que mon ami ministre de la Défense, il commence avec les menaces. Il met le camarade Yves Pongui dehors. Yves Pongui, qui est un retraité, qui ne répond plus, qui ne marche plus au ministère de la Défense. Il met Yves Pongui dehors. Mais on ne s'est pas raté. Parce que on ne peut pas appeler le chien avec un bâton à la main. Non. Même, il faut aussi reconnaître sa grandeur parce qu'à chaque fois qu'il prenait la parole, il s'est excusé. Ça, ce ne sont pas les bons signes. Quand on veut discuter et qu'on essaye de trouver des solutions aux problèmes posés, je crois qu'on doit négocier, pas dans la peur. Mais eux, ils veulent nous amener à dialoguer dans la peur. Mais Pierre Mintsa n'a pas à avoir peur d'un homme sur terre. Ça, jamais. Ça, jamais. J'ai déjà discuté avec le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à 4 reprises. J'ai dit les vérités. Il ne m'a pas tué. C'est un homme ouvert qui accepte les vérités. Mais pourquoi, si le président de la République peut accepter les vérités, les gens à qui lui l'a fait ministre ne doivent pas accepter la vérité? Vous voyez? Et c'est au cours de cette rencontre que malheureusement, monsieur le ministre de la Défense, qui n'est pas bien informé, arrive quand même à dire sur la table de négociation que moi, Pierre Mintsa, je travaille pour l'Union nationale. Vous voyez à quel moment, vous voyez comment nous sommes prêts à tuer le bon débat? Le bon débat, lui sera retraité. Dans sa famille, il y a des retraités. Mon frère ministre du Budget, sa femme est retraitée. Sa femme a une prépension. Mais si lui n'était pas ministre, sa femme allait vivre comment? Vous voyez? Donc, c'est des problèmes qui touchent tout le monde. Mais nous nous réjouissons du fait que le ministre du Budget, il s'est dialogué. Il s'est vraiment dialogué. Bon, donc je comprends aussi l'aspect du ministre de la Défense. Hein. Lui, c'est la défense là-bas. Il y a des messages. Quelles sont les garanties que le rapport de ce voyage sera pris en compte et adopté? C'est M. Daniel. Il ajoute, à quoi vous servez si vous avez besoin de faire le tour du monde pour reproduire? Finalement, nos diplômés ne servent à rien. Voilà. C'est donc M. Daniel qui nous envoie ce message. On va prendre cet auditeur. Allô? Frère d'émission, je vais sacrifier la vie des retraités qui sont maltraités. Mais la Bible recommande de prendre soin des personnes du 3e âge. Donc, sur un tout autre plan, pour l'arrimage. Rapidement, il nous reste... Pour l'arrimage. Parce que le camarade Vaillant disait, est-ce qu'on ne doit pas prolonger l'âge? Mais ce sont les différentes hypothèses qui ont été proposées. C'est-à-dire, on a proposé la révision de l'âge à la retraite. Ça veut dire, au lieu de 60, on peut peut-être aller à 62 ans. C'est une hypothèse. Mais en même temps aussi, on protège que la série de cotisation soit élargie. On a aussi proposé que le taux de prélèvement soit un taux conséquent, parce que c'est 2%. 2%. Si ce taux passe ne serait-ce qu'à 3% pour le calcul de la pension, si ce taux passe, le taux de prélèvement c'est 6% pour nous les fonctionnaires, 15% pour la part de l'État, mais quand on vient calculer la pension, c'est 2%. 2%. Donc, le taux de calcul qui permet d'avoir la pension, c'est 2%. Donc, si ce taux quitte à 2% là, pour aller seulement à 3%, on peut aussi espérer là une pension conséquente. L'autre hypothèse, c'est, puisque nous savons que nous sommes dans un système intergénérationnel qui veut que les actifs d'aujourd'hui cotisent pour les retraités d'aujourd'hui, s'il n'y a pas de recrutement à la fonction publique, nous, on risquerait d'être des retraités sans pension. Donc, pour pérenniser aussi notre système de retraite avec les réformes, il faut de plus en plus procéder aux différents recrutements parce qu'aujourd'hui, il est internationalement reconnu que 6 retraités, j'aurais dit 6 actifs, doivent cotiser pour un retraité. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de l'émission. Peut-être un dernier mot, monsieur le vice-président, avant de se dire au revoir. Moi aussi. Oui, merci monsieur. Mais le dernier mot, c'est simplement que effectivement, nous allons prendre part au voyage pour ne pas trouver des subterfuges. Et au retour, j'invite
mes amis retraités de se mobiliser. C'est par la mobilisation que nous allons avoir des résultats. Que les militaires n'aient pas peur. Le militaire retraité, il est désormais remis à la vie civile. Je rappelle que vous-même, vous êtes militaire retraité. Je suis militaire retraité, je suis remis à la vie civile et j'ai été rallié des effectifs des forces armées gabonaises. Ça veut dire que je n'ai plus une obligation de la part du ministère de la Défense qui ne s'occupe même pas de nous d'ailleurs. Nous sommes désormais gérés par le ministère du Budget et la caisse des pensions. Voilà. J'invite donc mes amis militaires retraités de bien vouloir se mobiliser, qui n'aient pas peur. Et à notre tour, de toutes les façons, nous allons retrouver pour poursuivre le combat. En 30 secondes, qu'est-ce que les retraités qui vous écoutent doivent apprendre et doivent connaître maintenant? Ce que les retraités doivent connaître maintenant, c'est qu'ils sont abusés depuis le début, depuis qu'ils sont retraités. Le combat que nous menons doit apporter un confort aux retraités. Ça voudrait donc dire qu'au niveau de la GNAM-JS, quand on regarde bien ce qui se fait, même les retraités sont très maltraités là-bas, parce que quand ces retraités sont malades, toutes les pathologies liées au fait qu'ils sont du 3e âge ne sont même pas prises en compte par la GNAM-JS. Alors, la GNAM-JS sert à ces retraités les produits génériques qu'on appelle Faucour, aspirine, Nivaquine, Aspro, et ainsi de suite, alors qu'on les prélève actuellement à hauteur de 1,64%. La même injustice se fait au niveau de ces retraités dans les banques, où, n'étant plus en activité, ils sont toujours prélevés comme ceux-là qui sont toujours en activité. Donc, ces deux points-là, nous allons encore nous attaquer sur ces deux points à notre retour de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur Mista. N'hésitez pas de revenir. Le studio est ouvert. Hein. Vous venez, vous prenez la parole avec vos compatriotes. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes arrivés au terme de cette émission. La tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Nous marquons donc la fin de la semaine avec monsieur Pierre Mintsa, qui était le président du MSTGV, qui était avec nous dans ce studio. Merci, monsieur le président. Merci. Il y avait justement le vice-président du MSTGV, de la MSTGV également, monsieur Yves Kombo-Pongui, qui est donc vice-président représentant les retraités civils et militaires. Merci, je crois, avoir permis à beaucoup de retraités d'être édifiés sur cette question. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine à partir de donc lundi, 11h, pour la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. Bixé était avec moi. Au revoir et passez un très bon week-end.